Ça y est, on est en ligne. Quexkina, ici Alexandre Niquado, puis accompagné de mon collègue André Dudomaine. Cette semaine, nous allons un invité qui devrait se rejoindre très bientôt avec nous, c'est Marjorie Mackenzie. Elle va se rejoindre un peu plus tard avec nous. Mais là, on va les attendre en ce moment, puis on va jaser un petit peu entre nous. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire pour ce qui s'en vient prochainement, parce que ça va être très occupé dans les prochaines semaines. Oui, on est en train de terminer tout l'horaire et les présentations, les réservations pour le prochain Festival international Présence autochtone. Ce sera le 31e, hein, ça va être, c'est quelque chose. Alors, on est content parce que cette année, on revient presque à la normale. Bien sûr, faudra être à l'affût parce que pour venir sur la place des festivals, par exemple, pour voir le concert de Samian le vendredi 6 août, qui va être un concert très spécial, hein, c'est un lancement d'un nouvel album. Alors, les gens vont devoir réserver leur place, comme prendre un billet, autrement dit, même si c'est gratuit, même si le billet est gratuit, comme si on était dans une salle de concert. Ce sont là les exigences de la santé publique. Et la logique derrière ça, c'est que si jamais il y avait une explosion venue d'un deltaplane, hein, c'est-à-dire que s'il y avait une éclosion plutôt à partir de quelqu'un là qui contaminerait les autres, qu'on puisse rejoindre rapidement les personnes pour leur dire écoutez, allez vite vous faire tester. Alors donc, c'est ça qui est la logique. Et évidemment, il faut demander aux gens de porter des masques encore. C'est toujours de rigueur. Tout ça, quand même, pour avoir du plaisir, puisque ça va nous permettre d'être ensemble sur la grande place des festivals et d'avoir, ma foi, le contact avec une nouvelle production d'un artiste Anishinaabe majeur, Samian, qui sera donc là pour lancer officiellement ce nouvel opus qui sera disponible, comme on dit, chez les meilleurs disquaires. Voilà. Également, il y aura ouverture officielle le 3 août. Ce sera en cinéma, ce sera au cinéma impérial sur la rue Fleury. Alors, c'est la première fois qu'on sera dans ce grand temple du cinéma. Quand j'étais enfant, ça s'appelait le Cinérama. C'est parce qu'il présentait des films. C'était un procédé où il y avait de multiples écrans très, très, très larges. Alors, c'était un peu l'ancêtre du IMAX. Mais bon, c'est un ancien cinéma, Montréal, une salle magnifique. C'est la première fois qu'on y sera. D'habitude, on est à la grande bibliothèque, mais là, avec les restrictions, comme on va avoir une ouverture en présentiel, ça nous prenait une très grande salle. Et donc, le cinéma impérial s'avère un endroit bien choisi. Il y aura la distanciation. On ne pourra pas le remplir à pleine capacité. Mais à tout le moins, ça va nous permettre d'accueillir un public. Là, je ne me souviens pas quelle sera la... Et puis, les films vont être annoncés très bientôt. C'est le 14 juillet. Alors, les Français fêteront de leur côté et nous, on annonce la programmation officielle de Présence autochtone. Donc, encore une semaine à retenir notre souffle parce qu'il y a cette année des choses qui se ficellent dernière minute. Tu vas me dire que c'est souvent le cas, mais c'est encore plus vrai cette année parce qu'il a fallu
attendre pour voir qu'est-ce qui allait être possible de faire, qu'est-ce qu'allaient être les budgets dont on allait disposer et les conditions dans lesquelles on allait pouvoir opérer. Alors, tout ça a fait que ça a beaucoup tardé. Et là, on court vraiment pour tout ficeler et que tout soit annoncé le 14 juillet. Mais je ne suis pas trop inquiet. Il paraît je pense qu'on va pouvoir mieux faire que ceux qui organisent les visionnements de parties de hockey. Ce qui paraît que c'était désorganisé, monsieur, qu'on m'a dit. Enfin, j'ai mes espions là, qui sont en voir et me disent « Oh. » Alors, il y en a qui m'ont dit « André, tu vois, on n'est pas obligé de faire si attention que ça, si tu avais vu. » J'ai dit « Non. Je veux qu'on dise à présence autochtone, ils sont bien meilleurs que le Canadien de Montréal pour organiser les choses. » Voilà. C'est vrai que cette année, on dirait que tout le monde est sur l'attente aussi, puis tout le monde ils vont travailler frénétiquement à chaque nouveau message du gouvernement. À chaque fois que le gouvernement décide d'alléger les mesures, il y a toujours une frénésie qui s'ensuit par la suite pour organiser de quoi. Oui, déjà, semble-t-il, je n'ai pas fait le calcul encore, mais avec les nouvelles dispositions, on pourrait aller probablement jusqu'à 1000 personnes sur la place des festivals. Alors, ce qui double notre capacité de la semaine dernière, où on pensait encore que ça allait être 500 max. Mais là, on parle toujours, je le répète, j'insiste, de gens qui vont devoir s'inscrire et avoir leur billet d'entrée dans le périmètre devant la scène pour pouvoir assister aux différents spectacles là, qui vont commencer le 4 août. Alors, ça va être 4, 5, 6 Samian. Samedi, encore un show. Et dimanche et lundi, il y aura une création théâtrale. Alors, ça sera quelque chose de tout à fait exceptionnel. En fait, ça va être une performance théâtrale, devrais-je dire, parce qu'il y aura une partie improvisée. Et c'est à partir d'un texte de Véronique Hébert, qui est quelqu'un que tu connais, hein, qui est une autrice atikamekw. Et donc, on a bien hâte parce que c'est le genre de prestation qu'on ne fait pas d'habitude sur la place des festivals. C'est surtout des concerts populaires dans une formule assez éprouvée et que, bon, qui est bien plaisante. Là, les gens apprécient et on a de très bons artistes pour ça. Mais là, cette année, on se permet d'être un peu plus expérimental, de risquer des formules que c'est le bon côté d'être dans cette entre-deux sortie de pandémie et pas encore retour complet à la normale. Donc, on se permet de tester des choses et d'explorer des terrains nouveaux, même si on est sur un bon vieux terrain, la place des festivals. On est là depuis 2010 maintenant, depuis le tout début des opérations de la dite place. Est-ce que là, il y avait une question qui m'a été posée récemment quand on va délivrer les billets. Est-ce qu'il va y avoir une limite de personnes qu'on peut réserver? Oui. Une limite? Oui, qui est la capacité. Alors, comme je le disais, c'était 500 il y a quelques jours. Et là, maintenant, semble-t-il, avec ce qu'ils ont annoncé vendredi dernier, il faut que je fasse le calcul exact, mais ça va augmenter. Probablement pas loin de 1000 sur la place des festivals. Et dans les salles de cinéma, c'est la même chose. Hein. C'est vrai, si vous allez au cinéma maintenant, les salles sont ouvertes. Mais on ne peut pas être occupé tous les fauteuils, il faut des distances en avant, en arrière. Donc, effectivement, les places vont être comptées.
Et on espère, on est en train de travailler pour avoir un endroit pour des projections de cinéma à l'extérieur. Mais là aussi, c'est la même chose. Il va falloir mettre des chaises, des distances et les gens réservent d'avance et les places sont assignées. OK. Puis, l'un des soucis que j'entendais, c'était si jamais tu as des gens qui réservent mais qui ne se présentent pas sur place, comment qu'on va faire pour accepter les autres qui voudraient se présenter? Alors, la façon de procéder, parce que c'est là, semble-t-il, que les gens qui organisaient les matchs à l'extérieur se sont plantés. Alors, ce qu'on aura, c'est qu'il va falloir avoir des préposés à l'accueil avec tablette ou cellulaire qui vont enregistrer des gens qui se présenteront. Dernière minute, s'il y a de la place, parce que si tous ceux qui ont réservé se présentent, ceux qui ont réservé d'avance, évidemment, c'est ceux-là qui auront préséance. Et s'il reste des places, ben voilà, on essaiera d'accommoder ceux qui nous arrivent dernière minute, mais encore une fois, pour respecter les mesures sanitaires qu'on doit suivre, il faudra avoir au moins un mail pour enregistrer les personnes et à ce moment-là, on les laissera prendre place dans l'espace pour voir le show. Donc, ou pour la salle de cinéma ou pour voir le film. Oui. Donc, les retardataires, ils risquent de perdre leur place au profit des gens qui veulent oui, y aller. Oui, effectivement. S'il y en a qui arrivent tard, il pourrait arriver qu'ils aient perdu leur place. Donc, nous avons Marjolaine qui est déjà avec nous. On va juste l'inclure ici, comme ça on va pouvoir la voir. Allô, Marjolaine. Allô, allô Henri. Ça va bien, là? Oui, ça va Alexandre? Oui, ben, on s'était vu à Coué en 2019, je pense. Oui, je t'allais aider aussi. Ouais. Voilà, alors nous, on est bien paresseux, on laisse les invités se présenter. Ah, ok, ben oui. En tes mots, on a déjà mis ton petit bio sur l'événement, mais tu peux te présenter en tes mots à toi. OK. Ben, moi, je m'appelle Marjolaine McKenzie, puis je viens de chez nous, de Shefferville. Mes origines, c'est là. Mais j'ai grandi beaucoup à Wendake. Je me suis fait adopter par un père Wendat. Et puis, c'est là que j'ai passé la plus grande partie de ma vie. Et puis, je suis retournée en communauté après. Puis, j'ai vraiment eu la piqûre d'organiser des événements puis des activités. Puis justement, j'ai déjà travaillé pour Terre en Vue là, les étés pendant au moins, je pense, une dizaine d'années que je suis venue tous les étés faire l'accueil puis aider un peu là, pour le festival là, que André a créé à Montréal. Et puis j'ai travaillé en communauté, fait que tout ce qui est communautaire, essayer de... T'sais, on a toujours comme un peu le désir de vouloir changer le monde, là, à notre manière. Ben moi, c'était vraiment plus en communauté, faire rêver les jeunes, travailler avec les aînés, c'est ça, faire des échanges. Et puis, ben je suis encore là-dedans, là, puis... Aussi, je fais aussi du théâtre, là, on va dire une fois par année. Et puis, ben c'est ça. Puis dernièrement, j'ai appliqué là, pour être stagiaire à la revue Jeux théâtre. Fait que je suis vraiment contente. Ma vie va bien jusqu'à maintenant. Ouais. Mais ce qu'il y a j'ai trouvé de singulier dans ton parcours de vie, c'est que tu as vraiment connu les communautés qu'on pourrait dire presque urbaines. Wendake, c'est quand même dans la périphérie du Grand Québec, si je puis dire. Et puis, tu as aussi vécu dans une communauté Matibécoche, Shefferville, c'est pas la porte à côté.
C'est vraiment, faut s'y rendre en avion ou prendre le fameux train du Nord pour s'y rendre. Donc, il me semble, j'aimerais ça t'entendre parce que d'habitude, comme individu d'une Première Nation, on a généralement, comment dire, un couloir, alors que toi, mon Dieu, c'est presque étourdissant de lire ton CV. Ouais, ben, ben c'est ça, je connais les deux mondes, hein, le monde urbain, puis je connais aussi le monde en région éloignée. Puis, ben, j'aime les deux. C'est sûr que les régions éloignées, c'est quelque chose qu'on a l'impression qu'on a plus d'impact directement là, sur les gens, puis sur la communauté. Ben, je suis vraiment contente. J'ai passé 12 ans à Schefferville et puis maintenant, j'aide à la planification puis organisation d'activités là, avec différentes communautés, surtout Innu. Puis aussi, je vais aller au Lac-Simon au mois de septembre. Étant donné que j'ai travaillé beaucoup avec les jeunes adolescents, ben je peux offrir aussi des ateliers sur l'estime de soi, sur l'intimidation, qu'on avait travaillé avec le secteur de la santé à Matimécouche. Fait que avec ce que j'ai appris, tu sais, je peux voyager aussi à travers les communautés avec ça. Et puis, j'aime vraiment connaître les différentes dynamiques. Tu sais, même si on est toutes les communautés Innu, chaque communauté, on voit leurs particularités. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse à connaître puis à apprendre aussi leurs particularités, comment ils fonctionnent, mais aussi leur territoire. Comme là, en ce moment, je suis dans la Basse-Côte. Ici, à La Romaine, c'est le homard. Hein, c'est les canards qui chassent. Tu sais, c'est tout différent. Tandis que à Schefferville, c'était plus la truite grise, le caribou, la perdrix. Tu sais, mais pourtant, on est tous Innu. À Pakwashipi, c'est plus le saumon. Tu sais, c'est le fun d'avoir toutes ces particularités-là. Aussi, le langage, les dialectes. Au début, j'avais un peu de misère parce que moi, je parle plus Innu de Schefferville. Il y a ça aussi, les dialectes, mais là, je commence à comprendre. Fait que, il y a des expressions, des mots que je commence à mieux comprendre. Là, fait que ça... C'est ça, là, je suis vraiment... j'aime bien ça. Puis aussi, j'aime le côté urbain, les événements... ça, moi, j'aime ça. Les événements, les spectacles, les rassemblements. J'ai un peu de misère avec les grandes foules, mais j'ai quand même fait la marche, là, aidé à la marche Greta. Ça, c'était quelque chose qui était... Ça faisait longtemps que j'étais en petite communauté, puis je me suis ramassée dans une foule en avant à essayer de m'occuper de 15 jeunes. C'était quelque chose, là. J'ai réalisé que ça faisait longtemps que j'étais en communauté. Ben, c'est quand même le chaos. Je me rappelle, j'étais présent, puis tout le monde, apparemment, les Autochtones sont fait éjecter de partout parce qu'il y avait tellement de gens. Là. Tout le monde voulait être à côté de Greta. Là. Ouais. Ben, moi, j'étais tellement stressée, j'ai jamais vu Greta. Mais une fois, il y a quelqu'un qui m'a pris la main et puis elle m'a dit « Est-ce que ça va? » J'ai dit « Ouais, j'étais un peu... je sais pas par où regarder. » Puis elle m'a dit « Moi, je suis habituée, c'est correct. » Puis c'était la mère à Greta. Elle m'a dit « Je suis sa mère. » Dis-moi, je me tiens toujours en avant, puis son père se tient en arrière d'elle quand ils font les marches ou des foules. Fait que j'étais contente. Puis là, elle me parlait de comment ça fonctionne, là, avec comment ils fonctionnaient là, en tant que famille, là, avec tout un peu les chaos qu'elle pouvait créer, mais en même temps, tu sais, c'est pour des bonnes causes. Oui, c'est fantastique, Greta. Ça me rappelle aussi, on avait reçu en 2001 Rigoberta Menchú, qui est une Mayatone du Guatemala, qui a eu un prix Nobel. Puis à l'époque, il y avait la guerre civile au Guatemala était arrêtée, mais il y avait encore des factions armées. Puis à cause de ses positions pro-autochtones, elle était encore menacée. Et il y avait une façon, quand elle débarquait de l'auto, de se placer pour que on fasse écran si jamais il y avait un tireur embusqué. C'était quand même là aussi toute
une expérience inusitée d'avoir un grand personnage international comme ça, là, avec qui il faut compter. Ça se fait pas comme à la bonne franquette, quoi, comme on fait entre nous. Mais j'aimerais revenir à ton expérience. Il y a quelque chose que j'ai trouvé très particulier, organisatrice communautaire. Alors, est-ce que c'est commun dans les communautés autochtones d'avoir ce titre-là? Je trouve ça intéressant que ça se fasse, drôlement intéressant. Mais est-ce que tu es l'unique organisatrice communautaire de tout le Nitassinan ou de toutes les Premières Nations? Non, il y en a beaucoup. Puis, en fait, organisatrice communautaire, ça peut être quelqu'un qui travaille pour les premières lignes. Les premières lignes peuvent faire de l'organisation communautaire. Les loisirs peuvent faire de l'organisation communautaire. Ça dépend juste comme de leur secteur. Comme les premières lignes, eux, ils vont y aller sur des événements de guérison, des activités plus de gestion de colère, d'habileté parentale, tu sais, tout un peu qui entoure le mieux-être de la personne ou de la famille. Et puis, les récréations, eux autres, c'est un peu, comme ça dit là, récréation, ça peut être pour les jeunes, ça peut être une activité communautaire comme organiser un tournoi de volley-ball qui est pour tous. Et puis, pourquoi que l'organisation communautaire? C'est que souvent en communauté, c'est que on devient intervenant, on devient organisateur communautaire. Puis c'est souvent cette place-là est donnée pour la personne de la communauté. Tu sais, moi, je pourrais pas venir dans une communauté et devenir l'organisatrice communautaire. Souvent, c'est de la personne qui vient sur place qui l'est. Et puis, souvent, c'est juste un peu des ateliers là, pour faire des documents, pour mieux s'organiser au niveau administratif. Comment qu'on fait des rapports d'activité, comment qu'on fait un calendrier de l'année, comment tu sais, c'est tout dans la planification, comme la logistique aussi. Fait que tout ça rentre là-dedans. Et puis, dans le fond, c'est ça. Je viens de donner un coup de main pour avoir comme des petits trucs là, pour mieux s'organiser vite. Puis souvent, les organisateurs communautaires, c'est que quand ils ont fini un projet, il faut qu'ils fassent un autre projet ou une autre activité. Ils n'ont pas le temps de commencer à faire des rapports. Fait que, tu sais, on leur fait je leur montre de faire des tableaux, puis comment qu'on peut mettre ça plus rapide et efficace. Est-ce que c'est tout? C'est peut-être ta particularité. Il me semble que tu as beaucoup, beaucoup insisté sur les activités artistiques et culturelles. Il y a même eu des échanges avec les Nahuas au Mexique auxquels tu as participé. Alors, est-ce que ce serait peut-être l'apport particulier de Marjolaine d'amener ce côté plus tourné vers la création artistique? À Schefferville, je travaille avec le centre de santé. Et puis, c'est ça, tu sais, au début, on était beaucoup dans les sessions de guérison. Puis, tranquillement, il y a une personne qui avait décidé qu'on puisse faire une troupe de théâtre. Fait que pendant les semaines de prévention, soit de toxicomanie ou suicide ou des semaines de prévention, la troupe de théâtre faisait des sketchs. Fait que, tu sais, oui, tu sais, c'est sûr que je suis toujours partante pour pouvoir amener un peu de théâtre puis un peu d'histoire. Ce qui est culturel aussi, c'est qu'on a dans l'emploi que j'occupais, je pouvais aller en territoire avec les jeunes. Fait que ça aussi, j'en ai profité. Puis le projet là, avec les Nahuatl, ça c'était avec Geneviève Noël, une professeure de Kanatamat qui aime beaucoup voyager elle aussi. Et puis il y a Léa Touzé de Montréal
qui est une Espagnole de Barcelone, qui nous a fait un contact avec les Nahuatl. Et puis, c'est là, ça a commencé comme ça. Puis, on a amené 2 aînés. On était 15. On a amené 2 aînés, 6 adultes, puis 4 jeunes secondaires, me semble. Oui. Ou le contraire, 4 adultes, puis 6 jeunes secondaires. Ouais. Et puis, on est tous allés au Mexique. Oui. Ah ouais. C'était de voyager, de prendre l'avion, tu sais, puis tu sais, il y en avait beaucoup là-dedans qui n'ont pas voyagé dans d'autres pays, fait que c'était bien de faire ça. Là. Et quel contraste quand même le Nord et le Mexique, et puis particulièrement Mexico, qui est une mégalopole énorme, à comparer à une communauté où la population est infiniment moins nombreuse. Ouais. Est-ce que ça a été un choc pour les jeunes ou pour vous dans l'ensemble? Les jeunes en ville, ils ont aimé ça, mais ils ont surtout aimé être avec les Nahuatl en région, là, dans les montagnes. T'sais, là, il y avait eu un carnaval, il y avait eu... on avait fait la rencontre avec d'autres jeunes, d'autres aînés, où on s'assisait, qu'on pouvait échanger. Notre groupe avait préparé des présentations de leur communauté, de leur famille, comment ça fonctionnait. Fait qu'on pouvait voir des liens aussi, tu sais, des liens qui nous unissaient. Et puis, c'est ça, le groupe de Matinécouche aimait vraiment plus être en région, comme eux vivent en région, que dans la grande métropole avec les millions de personnes, les métros, qu'il fallait tout rentrer en même temps, il fallait tout sortir en même temps. C'était quelque chose. Là. Surtout à 15. Là. Et puis, j'imagine que la question des langues a dû se poser aussi. Le Nahuatl est encore parlé, l'Innu aussi, mais les deux sont... se font gruger tranquillement. C'est peut-être moins vrai de l'Atikamekw parce que les Atikamekw sont drôlement résistants. Du côté Innu, mais dans le Nord, j'imagine la situation de la langue doit être meilleure que plus au Sud. Ici, à la Romaine, ça parle beaucoup Innu. Je dirais jusqu'à cette île, en fait, je peux pas, je sais pas tant que ça, mais pour moi, tout le monde parle Innu là, en ce moment, mais oui, c'est vrai que chez les jeunes, là, il y en a beaucoup qui commencent à parler plus français que Innu. Mais je pourrais pas dire tout le monde, mais les jeunes parlent encore beaucoup quand même, là. Mais plus ceux qui sont proches des villes, ouais. Je me rappelle au secondaire, il me semble qu'on dit c'est genre autour de 80%, 90% de la population Innu parlait l'Innu, Inuaimun. Puis quand je parlais à tout le monde, que je croisais, tout le monde parlait Innu, puis je suis comme ça se fait pas, ça n'a pas l'air vrai, ces statistiques-là, mais j'en ai croisé quelques-uns qui parlent pas l'Inuaimun. Ouais. Mais ça ne paraît pas tant que ça. Ouais, même moi qui j'ai commencé à parler en français, j'avais 4-5 ans. Et puis, tu sais, je l'ai presque perdu, là, tu sais, en retournant dans ma communauté, ça m'est tout revenu quand même, là, mais c'est sûr que si j'aurais pas retourné à Schefferville, peut-être que j'aurais plus de misère à parler encore plus, là, tu sais, ça... Ouais, mais je m'exprime mieux en français que je peux m'exprimer en Innu, là, tu sais. Fait que ça a fait cet impact-là sur moi. Je me souviens d'un lancement de disque de Florent Vollant, il y a peut-être 3 ans ou 4 ans de ça. Et d'ailleurs, Florent, qui on souhaite un prompt rétablissement, il a été couché par une crise. Et il serait en réhabilitation. On a hâte de le revoir sur pied et sur scène. Alors, je profite du podcast pour lui transmettre les vœux de tout le monde ici à personne. Je me fais vos
Je suis sûr que vous partagez mon sentiment. Alors, je parlais de Florent, oui, parce que à ce lancement, il était très fier parce qu'il avait fait venir sa famille. Il avait ses arrière-petits-enfants. Alors, il dit, ça, c'est ma gang, je suis très content qu'il soit là. Mais il dit, j'ai une peine. Il dit, mes arrière-petits-enfants ne comprennent pas mes chansons. Parce que ceux-là, déjà, maîtrisent pas l'Innu, peut-être une connaissance élémentaire. Et j'avais remarqué aussi en allant à Maliotenam, parce que les premières fois j'y allais, tout le monde parlait Innu. Puis t'as beau parler français, je s'occupais pas de toi, continue à parler Innu. Comme souvent dans les communautés Atikamekw, et en y allant plus récemment, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui, déjà entre Innu, s'adressaient en français. Alors, je me disais qu'il faudrait un sursaut là, pour que la langue reprenne une racine dans la communauté. Oui. Comment vous faites, les Atikamekw? Hein, Alexandre? Ben, c'est ça, il me semble que c'est le fait qu'on parle encore notre langue quand même assez dans la vie de tous les jours. Là, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y avait un recul aussi de notre côté. Les jeunes, ils étaient plus, il y avait plus un accès plus rapide à l'anglais puis au français. Tu sais, les jeunes de moins de 10 ans, ils apprennent plus facilement l'anglais parce qu'ils ont accès à du contenu anglophone avec YouTube, avec toutes les applications puis les tablettes qui existent maintenant, là. Puis il y avait aussi une tendance à Manoan où est-ce que les parents préféraient envoyer leurs enfants en francisation dès le primaire, parce que normalement, moi, quand j'étais jeune au primaire, on enseignait en Atikamekw. Le contenu était en Atikamekw, puis le français langue seconde, il était appris genre à partir de la troisième année. Puis là, il y avait comme deux volets là-dedans. Il y en avait un où est-ce que tu peux apprendre le français directement à partir de la première année. Puis on considérait que ça laissait une meilleure chance aux jeunes Atikamekw de mieux s'intégrer à la vie, à la société québécoise, parce que si tu veux avoir plus de chances dans la vie, il faut que tu sois capable de t'exprimer en français. Ouais. Mais là, il y avait comme une perte de la langue aussi. C'est sûr que les jeunes parlent bien l'Atikamekw. Ils parlent l'Atikamekw, mais je pense que c'est des affaires... le niveau du langage n'est plus aussi avancé que ça l'était auparavant, même s'il continue de s'exprimer. Si on lui demande, mettons, de parler avec des termes, des néologismes en Atikamekw, ça va être un peu difficile pour eux autres de s'exprimer de cette façon-là. Mais je pense qu'en ce moment, on est encore en santé, mais je vois déjà, j'essaie de m'inspirer de l'expérience des autres, qu'on peut perdre la langue en une seule génération. Il peut y avoir une coupure en une seule génération, puis il faudrait trouver un moyen de rendre ça intéressant. Comment qu'on peut renforcer la langue en diversifiant nos façons de s'exprimer, en fait. Peut-être une bonne organisatrice communautaire pour amener ça. Alors, pour revenir à Marjolaine, tu as aussi fait du théâtre toi-même, comme avec Ondinoc. Tu pourrais peut-être nous parler aussi de cette expérience-là, parce que c'est ça qui tranquillement t'a amené vers ta résidence actuelle à Jeu. Oui. J'ai été, en fait, j'ai été 2 ans à Toronto au Center for Indigenous Theatre. Ça, c'était à Toronto, 2 ans. Et puis, Yves et sa femme, Catherine, sont venus à Toronto parce qu'ils avaient entendu parler qu'il y avait une Innu qui était là de Québec. Et puis, quand j'ai fini l'école, ils m'ont introduit dans leur compagnie. J'ai fait Hamlet le Malicite avec Dave Jennis. Et là, ça fait longtemps de ça, là. Ça fait pas 5 ans, là. Ça fait presque 20 ans. Et puis, après ça, c'est ça. Étant donné que j'avais des enfants,
tu sais, être comédien, être artiste, c'est plus... des fois, les temps peuvent être durs. Fait que je me suis tournée plus dans l'organisation là, d'événements, puis d'activités. Je suis retournée à l'école pour en restauration hôtellerie, après ça en gestion de projets de loisirs culturels. Et puis, mais entre-temps, je pouvais travailler aussi avec Spider-Woman Theater, avec Muriel Miguel. Là. Et puis, elle m'a invité plusieurs fois à venir faire ça s'appelle des summer camps, où on travaillait avec différents comédiens ou personnes qui s'intéressaient au théâtre dans différentes villes du Canada. Et puis, j'ai pu aller à Lethbridge, en Alberta, en Ontario. Puis, après ça, on est allé à New York. Puis, en ce moment, on est en train de faire un show. Et puis, si tout va bien, la grande première, ça sera à New York au mois de février. Fait que la grande vie de star. Je vais vivre ça au moins une fois dans ma vie. C'est peut-être ma dernière, mais au moins, c'est le fun, là. J'aime ça, tu sais, j'en fais pas une carrière d'être comédienne, mais quand j'ai des projets où je peux m'impliquer, ben c'est sûr que j'aime vraiment embarquer puis jouer aussi, là. Ben, parle-nous donc de cette production qui s'en vient à New York. Qu'est-ce que c'est? Comment vous travaillez? Où ça va être montré? En tout cas, on est curieux, nous, de connaître. Ouais, c'est au Théâtre Maman à Brooklyn. Et puis ça, c'était un des plus vieux théâtres. Puis c'est là où les sœurs de Muriel Miguel, sa famille ont toujours joué. Et oui, c'est les Spider-Woman, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est attends, c'est-tu les Spider-Woman? Oui, c'est Spider-Woman parce qu'elle tisse des histoires. La façon qu'elle fait, c'est du storytelling. C'est que tout le monde arrive avec des histoires. Puis elle prend toujours différentes nations. Fait que ça fait plein d'histoires d'un peu partout. Et puis, on arrive, on présente nos histoires. Elle a des techniques à elle qu'elle nous a montrées. Et puis, quand tout le monde a fait leur histoire, ben on en crée un genre de cabaret. Fait qu'il y a un début, une fin, avec puis entre les histoires, ben il y a des transitions là où tout le monde est ensemble. Après ça, on raconte l'histoire d'un comédien, une histoire d'un autre comédien. Fait que ça fait ça fait un show. Puis, c'est ça. Fait que j'ai fait ça plusieurs fois avec elle. Et puis, j'étais vraiment contente qu'elle puisse m'appeler puis que je puisse faire partie de ça. Puis surtout, quand elle m'a dit que c'était à New York, là c'est sûr, je pouvais pas refuser ça. Fait que j'étais vraiment contente, là. Puis, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. Ça fait 2 ans qu'elle nous a invités à New York pour travailler. Puis maintenant, nos histoires sont prêtes. Et puis là, ça va juste être de le préparer pour faire la grande première de Misdemeanor Dream. Ouais. J'ai de la misère avec mon anglais, des fois. Là, je suis encore plus indiscret. Là, tu me le diras si je le suis trop. Mais j'aimerais savoir c'est quoi l'histoire que tu racontes dans cette production. OK, moi, je raconte 3 histoires. Je peux te les raconter. Je te raconterai pas, mais juste te dire un peu à peu près. Je raconte l'histoire de mon père qui a été disparu en 1981 dans la forêt. Après ça, il y a une autre histoire où je raconte l'histoire de Huge. Après ça, c'est quoi? Ah oui, l'histoire de pourquoi j'ai toujours voulu devenir comédienne. De où est-ce que ça vient? Ça vient des films de Julia Roberts. Parce que ma mère, elle écoutait tout le temps ça, mes parents. Et puis là, je me disais, mais j'aimerais ça être une comédienne comme elle. Et puis là, il y a une partie du show où c'est moi en Julia Roberts. C'est drôle comment on amène ça quand on travaille parce que Muriel, elle disait « Mais imagine si le monde dirait
Mais moi, je veux être comme Marjolaine McKenzie. C'est super drôle, tu sais, c'est quoi comme l'admiration qu'on porte à quelqu'un, mais que ça reviendrait sur nous. Fait que, tu sais, fait qu'on travaille les scènes un peu sur ça, puis c'est super drôle, cette partie-là. Puis, il y en a un autre, j'arrive pas à me rappeler c'est quoi, mais c'est ça, je parle de l'histoire de mon père, l'histoire de Julia Roberts, puis j'arrive pas à me rappeler, désolée. Sûrement une histoire de caribou aussi, j'en ai fait beaucoup. Mais je suis pas sûre, mais ouais. Mais parce que j'en ai tellement travaillé des histoires avec Muriel, des fois on dirait que je me mêle. Là. Ben, c'est ça l'objectif de l'exercice, si j'ai bien compris, c'est de mêler, entremêler des histoires d'ailleurs. Ouais. Puis c'est le fun parce que on travaille avec des Premières Nations des États-Unis puis du Canada. Fait que du BC aux Ojibwe. Attends. C'est qui les. C'est qui les. En Colombie-Britannique, les Salish, c'est ça? Oui, les Salish, oui. Les Salish. Après ça, il y a un Ojibwe. Après ça, il y a moi, Innu. Après ça, il y a des Ojibwe, mais des États-Unis. Tu sais, c'est vraiment intéressant leur histoire, qu'est-ce qui nous relie. Ou des fois, il y a des différences, c'est comme des caractères, là, de personnages, je veux dire. Mais l'histoire est pareille, mais des fois, c'est juste le personnage qui est différent. Fait que je trouve ça vraiment intéressant d'entendre toutes ces histoires-là. Ouais, c'est ce que j'avais appris aussi avec les années, c'est que les noms des nations aux États-Unis changent parce que c'est les Anglais qui les ont nommés, les Américains qui les ont nommés, puis mettons, je pense qu'on dit que Sioux, ça ressemble beaucoup aux Anishinaabe parce que c'est littéralement semblable. Illinois, aussi les Illinois, les Inuits. Ah! En fait, ce serait, moi j'ai entendu dire Illinois. C'est un État qui appelle Illinois, et ça viendrait d'Illinois, la terre de notre femme. Alors, c'est intéressant parce que ça donne qui est le légitime propriétaire de cet État dans le nom, bien que ce soit sans doute oublié par pas mal de monde. Non, on est là pour le rappeler à l'occasion. Alors, tu es maintenant en résidence, tu es toujours en résidence chez toi au Nitassinan, mais en même temps, tu as un passage là à la revue Jeux. C'est ça que tu fais maintenant. Peut-être tu peux nous en glisser un mot. Oui, ben en fait, j'apprends à faire des chroniques. Ben en fait, ouais, je suis pas encore rendue à la chronique. En ce moment, j'apprends beaucoup les critiques. Fait que je m'en vais voir des shows, puis j'écris des critiques. Je trouve que c'est tellement une belle job. Je préfère ça longtemps. Justement, lundi prochain, je vais être à Montréal pour un cirque de théâtre. Non, un spectacle de cirque, je veux dire. Et puis, j'ai été aussi voir des spectacles plus théâtre. Après ça aussi, je vais pouvoir faire un plein feu. Je vais faire un plein feu sur un artiste autochtone. Et puis, ben ça aussi, je suis vraiment contente de pouvoir écrire, de pouvoir découvrir un artiste, là, puis en plus, d'échanger, puis de mettre ça sur papier, puis que le monde puisse lire. Ouais, puis ben c'est entre autres ça, là, c'est tout, on apprend à écrire, on apprend comme les critiques, tu sais, faut pas mettre de la poésie, c'est vraiment ce que tu as vu, ce que tu as vu, les questionnements que tu as sur les choses que tu as peut-être moins aimées ou comment dire les choses de d'autres façons. Puis je trouve ça vraiment intéressant, là. Les chroniques aussi, je pense que les chroniques, ils parlaient que... mais ça, c'est vraiment pas sur... c'est juste comme on a parlé pour parler, là. Sur les guérisons en communauté, c'est comment qu'ils font... tu sais, on parle de guérison spirituelle, on parle de sac de partage, on parle... tu sais, parce qu'en ce moment, les Premières Nations, on est beaucoup en processus de guérison.
Fait que ça, c'était peut-être un sujet que moi, je serais intéressée de parler. Mais tu sais, c'est ça. Puis en même temps, il nous apprend... j'ai un mentor. Non, j'ai 2 mentors. J'ai le rédacteur en chef, puis j'ai l'adjointe aussi. Que eux... Moi, j'écris, puis après ça, on travaille le texte. Fait que c'est ça, plus. C'est plus Michel Weiss qui est rédacteur en chef maintenant. Non, c'est Bernard. C'est Bernard. Excusez. En fait, je manque de mémoire. Là. Voilà. Ben, ouais. J'aime ça quand quelqu'un ne retient pas les noms. Je me dis, je ne suis pas tout seul à vous les oublier. À chaque fois qu'on est en rencontre. Mais ouais, c'est ça. Oui. Une fois que je vais retourner à Québec, parce que là, je suis vraiment en mode Inou, en mode région éloignée, on dirait que ce qui se passe à Québec, des nouvelles, je suis comme un peu déconnectée. D'ailleurs, faudra penser à toi comme prochaine gouverneure générale, hein, puisque maintenant, c'est une Inuit là, qui a été nommée. Justement. Hein? Alors, la prochaine, Marjolaine McKenzie. Pas très politique, là, mais on verra. Je pourrais peut-être aider en arrière. Je suis bonne dans la logistique. En y pensant, en même temps, tantôt, avant qu'elle arrive, tu avais parlé d'un théâtre expérimental qui va être à la place du festival. C'est le 8, puis le 9. Le 9 oui. Ah oui, c'est le temps de se plugger dans la revue Jeu. Hein? Oui, c'est bien vu, Alexandre. Je suis là. Voilà. Ben, on travaille actuellement avec Véronique Hébert, qui est une autrice atikamekw, est en doctorat d'ailleurs, je pense, à l'Université du Québec à Montréal en théâtre. Et là, elle a un texte théâtral qui est un dialogue poétique. Enfin, pas seulement un dialogue, c'est 3 personnages, mais surtout deux principaux. Et ça va vraiment être expérimental parce qu'on va essayer de monter tout un show avec les éléments audiovisuels et scéniques qu'on peut avoir sur la grande place extérieure, la place des festivals à Montréal, autour de ce texte de Véronique, avec des jeunes atikamekw. Ça va intéresser l'organisatrice communautaire qui vont s'initier au VJing. Et donc, il y aura des projections vidéo élaborées en continu pendant aussi la musique va être improvisée au fur et à mesure. Donc, ça va être une performance plus qu'une création classique où tout est mis en scène et mesuré, mais une expérience théâtrale. Véronique Hébert a suggéré d'appeler ça broderie sur parole. Alors, si tu es à Montréal lundi, Véronique est censée y être. Peut-être que ce serait le temps de... qui sait, peut-être qu'à la revue Jeu, ça va les intéresser aussi. Cette expérience qu'on va tenter avec une autrice autochtone qui, on espère, va devenir quelqu'un à l'avant-plan de tous les écrivains qu'on a maintenant. Ouais. J'en avais entendu parler de Véronique Hébert. Ben oui, c'est sûr. Il faudrait juste plus d'informations que je puisse parler là, avec avec qui que je travaille. Puis, d'après moi, tout est possible. Là. Il n'y a pas grand-chose qui est impossible. Mais c'est ça, là, ça serait intéressant de se rencontrer. Puis moi, je suis très ouverte à tout, à toute rencontre et projet. Alors, comme Alexandre est l'agent des Atikamekw à Terres en Vue, on pourra compter sur lui pour faire le lien, faire le pont. Et puis, ma foi, il n'y a pas d'obligation, mais si jamais, effectivement, ça aboutissait, je pense que ce serait intéressant d'avoir tes commentaires, avis ou une chronique sur ce nouveau travail de Véronique, si
ça s'avère possible. OK. Et, voilà. Et puis Alexandre, c'est un peu aussi le mot linguistique. C'est à chaque chronique, à chaque podcast, on a un mot particulier sur les langues autochtones. Alors, comme tu es une locutrice Innu, sans doute que ça va te parler aussi, ce dont Alexandre, ce qu'Alexandre va aborder maintenant. Ah ouais, là, ok, c'est bon. Ah oui, là. Chance, c'est ça, c'est parce que j'avais demandé à Marjane tantôt s'il y avait un mot qui l'inspire, puis finalement, je me suis inspiré d'autres choses, de ce que j'avais vu. J'ai vu qu'il y avait Mamouetoun. C'est le nom de ton organisation, ta compagnie, ou genre de... Mamouetoun? Oui, Mamouetoun, j'ai vu la présentation que tu avais, le PowerPoint que j'ai vu, là. Ah, OK. Ah, ben non. OK, je te dis ça, vous voyez le PowerPoint. C'est une non, c'est ma collègue Gabrielle qui nous avait envoyé ça. Puis... Ah, OK. Ben, dans le fond, c'est une présentation là, sur les rassemblements que j'avais déjà fait. Ben, c'est pas moi qui les ai faits, que j'étais dans l'équipe des rassemblements. Et puis, j'ai fait beaucoup de rassemblements pour les aînés là, de toutes les communautés Innu et Naskapi, puis du Labrador aussi. Et puis, les événements là, comme la Grande Marche, les événements que j'ai faits avec l'Assemblée des Premières Nations. Fait que j'avais titré ma présentation Mamouetoun rassemblée. C'est mais ça peut être un mot qui me ressemble. J'aime beaucoup rassembler les gens. J'aime beaucoup avec les personnes. Ouais, ça, j'avais déjà entendu parler, j'avais déjà entendu ce mot-là, mais j'avais pas vraiment fait le lien avec l'Atikamekw. Ouais, ben ça peut être le mot qui m'inspire, ouais. Mm-hmm. Parce que c'est ça, hein, être ensemble, faire des activités ensemble, guérir ensemble, marcher ensemble, faire notre culture ensemble. C'est ça, on a comme un esprit communautaire. Le mot qui m'inspire, c'est aujourd'hui que j'ai toujours utilisé. J'ai fait une petite recherche, comme d'habitude, je me base sur les dictionnaires en ligne qui sont disponibles sur Internet. Puis je sais que ces dictionnaires sont en construction continuelle. Ils ne sont pas tous complets puis exhaustifs. Fait que des fois, il faut jouer avec les synonymes, voir s'il y a un mot qui capte. Fait que Mamouetoun en Innu, c'est un rassemblement, c'est un comité, c'est une association, c'est une société, c'est une assemblée. En fait, c'est vraiment comme un rassemblement de gens. C'est ça qu'on veut dire. Là. Puis en Atikamekw, on dit aussi Mamouinduin. Mamouinduin. C'est une communion avec les autres, une union, un rassemblement, réunion, un regroupement. Cri des plaines, ça ressemble un peu à ça. Mamouinduin, c'est Gathering of People. Comme, vu que le dictionnaire est en anglais, mais je préfère respecter un peu le langage qui a été traduit. Là. Cri de Bay James, ça a été difficile de trouver ce mot-là. Le seul mot que j'ai trouvé, c'est un lieu de rassemblement, qui parle surtout de la maison, parce que tu as Mick, qui est comme la flexion qui définit une maison ou un bâtiment. Mais ça ressemble quand même à Maodawikamik. Ça ressemble plus à, mettons, à l'Innu pour moi, là. Oui, c'est la maison où on est ensemble. Oui, un lieu de rassemblement, un bâtiment de rassemblement. Ça pourrait être genre un quartier général ou quelque chose comme ça, là. En Ojibwe, c'est Mandushkawak. Mandushkawak, c'est genre... Ouais, oui, Mandushkawak. C'est se rassembler ensemble. Fait que en décortiquant mon mot en Atikamekw, parce que je suis plus Atikamekw à ce moment-là, Mamoui, c'est genre plus ensemble, tandis que Hi, sans dire que ça fait référence à une action, puis Ido, c'est se faire. L'action de se rassembler ensemble. Fait que si je dis Modindo Nanon, c'est le fait d'être présent aussi à ce rassemblement-là.
Fait que Mamouetoun, c'est ça. Les mots se ressemblent tous dans les différentes langues. Puis je pense que on entend souvent ce mot-là. Ça peut s'utiliser beaucoup dans les rassemblements, dans les réunions. Si on a une assemblée, mais c'est comme ça qu'on va dire. S'il y a un powwow, on peut dire ça aussi. OK. Mais Marjolaine, pendant qu'on parlait de rassemblement, tu as mentionné la marche et de fait, il y a eu quelque chose de très fort et de très singulier auquel tu as participé. C'est une grande marche sur le territoire organisée par Stanley Volant. Et ça, j'aimerais ça que tu nous en parles parce que je pense que ça, c'est un bel exemple de rassemblement pour la guérison et qui a eu des incidences très fortes sur les participants. Oui. On est parti de Shefferville avec 3 groupes. Un groupe Naskapi, un groupe Inuit, puis un groupe Innu. En fond, ceux qui vivent dans cette lignée, dans ce parallèle-là de territoire. Et puis, on a marché de Shefferville jusqu'à Kuujjuaq. C'était 500 kilomètres. Et puis, c'était 25 jours en forêt. Fait que c'était 25 jours marcher environ de 15 à 25 kilomètres par jour. On était 7 marcheurs par nation. Et puis, avec les marcheurs, on avait des équipes là, où les hommes montaient nos tentes, défaisaient nos tentes. Et puis, il y avait Stanley aussi qui était là, qui marchait avec nous autres. Ouais. C'était toute une aventure. Là. Quand je suis sortie du bois, quand j'ai vu Kuujjuaq, j'ai jamais été aussi contente de voir des maisons et puis la civilisation, on va dire, là, version micro. Ouais, c'était quelque chose de, tu sais, pas de toilette, le froid, pas tu sais, mais c'était quand même une belle expérience. Je dirais que quand on est bien entraîné physiquement, ça va. C'est aussi plus mentalement, il faut être fort. Et puis aussi, c'est les relations humaines, d'être tout le temps 27 ensemble, le même groupe, tout le monde ensemble avec toutes les personnalités, toutes les forces aussi. Tu sais, il y a aussi des qualités, mais il y a aussi... c'est ça, il y avait beaucoup de choses à dealer aussi à travers ça. Et puis, ben c'est ça. On est content de retourner dans une maison, même si c'est le mode de vie de nos ancêtres. Là. On vient pas, on est content. Ben, c'est ça, j'entendais les témoignages aussi. Si, mettons, tu as le Mouteskno qui est chez les Atikamekw, qui eux partent d'Obidjouan, puis ils se rendent à Wemotachi, puis ils arrêtent à Manawan. Fait que ça, c'est la marche durant l'hiver, où est-ce qu'on marche dans les sentiers, puis je pense qu'ils marchaient aussi, mettons, avec des raquettes, puis tout, là. Il y a aussi Tapsquan-Sibi, tu as des gens qui vont parcourir, qui vont aller en canot, faire le portage, puis faire du canot, puis faire le Tapsquan-Sibi. Ouais, c'est beau. Ouais. Puis les gens qui disent qu'ils arrivent à la destination, ils sont toujours en train de pleurer, ou là, t'as toutes les familles qui pleurent, qui s'enlacent, puis c'est très émotif. Là, je disais aux gens, mais pourquoi vous pleurez de même? C'est juste un chemin, une destination. Puis ils disent non, c'est l'expérience qui vient avec. C'est la fierté que tu ressens. Tu sens que tu as marché où est-ce que les ancêtres ont marché. Ouais. Mais non, on réalise pas, c'est ça. Je pense des fois, on romantise peut-être comment que nos ancêtres étaient en territoire, mais quand on le vit, on se rend compte qu'ils travaillaient fort pour leur survie. Là. Fait, pour ça, après, j'ai compris le peuple de survie. Là. Je l'ai mieux compris quand on est dans le bois, parce que j'avais fait aussi Shefferville en canot 14 jours jusqu'à Rivière-Georges. Fait que ça aussi, là, tu sais, faire du portage, les canots. Des fois, tu sais, si j'aurais à choisir, je pense que je choisirais plus les raquettes là, que le portage des canots et puis les allers-retours, les rapides. C'était tout que... C'est ça. On comprend mieux le peuple de survie, là, tu sais. C'était beau. On voit...
les paysages, mais tu sais, comme aussi moi, je pensais que en communauté, on allait avoir, pas en communauté, en forêt, on allait voir de l'abondance de poissons, de viande, puis c'était pas le cas. Tu sais, des fois, on pensait qu'on pouvait se nourrir de poissons. Finalement, on n'a pas pêché de poissons. Fait que finalement, il faut changer de menu. Tu sais, finalement. Mais à la fin, on a tiré un caribou. Il y a un des gars qui a tiré un caribou. Là, à la fin, on mangeait. Là, on était comme plus pesant. Là. On était plus paresseux. Là. Mais c'était le fun. Là. Ouais. Ouais, je me souviens d'un film d'Arthur Lebotte où on voit Mathieu André qui raconte un voyage comme ça. Puis il dit, ben là, ici, on a partagé. Là, on a pêché un poisson. Là. Tout ça a l'air quasiment qu'il nous raconte une journée tranquille. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'il est parti du fleuve, de l'embouchure du Saint-Laurent. Puis là, il est rendu au Labrador. Puis il nous raconte ça comme si... alors, il faut dire que oui, nos ancêtres étaient probablement bien équipés pour marcher et dans des conditions pas toujours évidentes, mais ils faisaient entièrement confiance au territoire. C'était certainement... et c'est plaisant de voir que maintenant, dans le retour aux sources, on cherche à reconnecter à ce type d'expérience. On dirait aussi qu'il y a une particularité avec les Inuits. J'entends souvent des marcheurs. Chez les Atikamekw, c'est souvent soit du portage du canot. C'est toujours une relation avec une rivière, un point d'eau, puis c'est comme ça qu'on voyageait. J'entendais rarement des histoires où il y a des marcheurs Atikamekw qui vont marcher. On dirait que chez les Inuits, c'est vraiment ça que j'entends souvent. Là. Ouais. Ben, ouais. On est plus hiver. On est moins mouches. L'été, les mouches, tu sais, moi, je me rappelle, fallait faire brûler la mousse ou de l'épinette là, pour faire un peu de... Les mouches, là, peuvent être féroces. Alors, ben, je pense qu'on a chacun notre chemin à faire en canot, à pied, vers nos projets respectifs. Alors, Alexandre, est-ce que tu penses que ce serait le moment de dire au revoir? Ben oui, on va se voir la semaine prochaine. La semaine prochaine, je pense, ça va être... ce ne sera pas un direct qu'on va faire parce qu'il va y avoir la conférence de presse en même temps, le dévoilement de la proclamation, mais on va avoir un podcast qui sera préenregistré. On ne le dit pas. Alors, Marjolaine, on te remercie. Ça a été formidable de t'avoir avec nous. Et puis, à la prochaine, très bientôt, j'espère. Ben oui. Merci de l'invitation. Donc, à la prochaine. OK, merci beaucoup. Attachez tout le monde. Attachez,